Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs de Radio J, vous êtes sur Radio J, vous avez bien raison. Nous allons aujourd'hui avoir une émission des réponses sans tabou assez singulière et inédite parce que on va rendre un hommage à deux très grandes personnalités qui ont marqué toute une génération du judaïsme français et au-delà de cette génération, tout le judaïsme français et au-delà. Et pour en parler avec nous, Meir Habib, bonjour. Bonjour Rafi Marciano. Alors Meir Habib, vous êtes député de la 8e circonscription des Français de l'étranger et vous êtes vice-président de la commission des affaires étrangères et vous êtes d'abord notre ami. Mais on va pas parler de Meir Habib, ça va peut-être vous choquer, mais on va pas parler de politique, on va parler de votre papa et de votre oncle. Roger et Lolo Habib. Et beaucoup d'auditeurs vont se reconnaître parce que c'était une période, une page de l'histoire exceptionnelle. Alors, si je vous dis Meir Habib, Pierre et le loup. Non, ça me dit rien, moi. Pierre et le loup, cette fameuse fable que vous récitiez quand vous aviez 6 ans et 7 ans. Ah, Pierre et le loup, oui, d'accord, autant pour moi. Vous Pierre étiez et les loups, enfant. Et d'accord. C'était pour nous, quand vous aviez 6-7 ans, vous étiez l'angoisse du vendredi soir. Parce que Lolo Habib vous faisait monter sur une table et vous récitiez cette fable, Pierre et le loup, et on était obligé de l'écouter, et c'était un poème musical exceptionnel. Voilà, je voulais ouvrir par cette note très très émouvante, et j'ai l'image de Meir qui était sur cette table en culotte courte et qui récitait ce fameux poème de Pierre et le loup. Alors, on va parler de deux personnalités très importantes qui ont marqué des générations de militants, de moniteurs, de directeurs de colo, et même d'intellectuels, et même de rabbins, et même de prazanim. On va survoler un peu, si vous le voulez bien. Alors, si vous voulez, Roger et Lolo, d'ailleurs, Roger, votre papa, n'aimait pas qu'on l'appelle Roger. Il voulait toujours qu'on l'appelle Emmanuel. Et on lui posait la question, mais pourquoi tu veux qu'on t'appelle Emmanuel? Parce que cette confiance qu'il avait en Dieu, il voulait toujours qu'on signale ce fait d'Emmanuel. Vous vous rappelez de ça, le Meir? Bien sûr. Tout le monde l'appelait Roger et voulait qu'on l'appelait Emmanuel parce que évidemment c'est difficile en cours de vie, mais c'était son nom hébraïque et il était très attaché à ce nom magique, Emmanuel, prédestiné d'ailleurs. Mais en fait, tout le monde continuait à l'appeler Roger. Et nous-mêmes, c'était Papa Roger. Parce que Emmanuel, disait-il, c'est aimer Dieu, c'était ça. Et absolument. c'est pour ça qu'il voulait qu'on l'appelle... Immanuel, Dieu est avec nous. Voilà. Dieu est avec nous. Et Emmanuel. donc, alors il y a une espèce de complémentarité. Alors je vais parler, pour ceux qui ont moins de 40 ans aujourd'hui, de la première colonie de Cessiné, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1959. Ah non, moi j'étais pas né. Donc Oui, vous n'étiez pas né. La première colonie, je n'y étais pas, mais tous les amis qui m'ont téléphoné, il faut parler de Cessiné. C'était la première colonie de vacances dirigée par Lolo, qui se déroulait à Cessiné, par loin de Grenoble. Alors, il y avait entre votre papa, Roger, et Lolo, une complémentarité. Roger, votre papa, c'était l'intellectuel, c'était l'homme de la réflexion, qui était toujours derrière un bureau, toujours en train de... Et Lolo, c'était l'homme d'action. Absolument. L'homme d'action qui allait... Absolument, et il allait, c'était ça. C'était pour lui, les mots sont rien sans les actes. Mais c'était un. Comme je l'ai rappelé, ils ont été orphelins très tôt. Mon oncle Lolo a perdu sa mère, il avait 1 an et demi. Il avait 8 ans et demi quand il a perdu son père. Mon père, 5 ans, perdu sa maman. À 13 ans, orphelin, père et de mère. Et en fait, ils ont vécu en binôme, comme des herbes sauvages. Mon père avait toujours une immense affection pour tous les orphelins. Parce qu'il me disait, ils ont vécu comme des herbes sauvages, sans repère, sans rien, et ils n'ont pas perdu leur repère. Et donc, c'était les Habib frères dans les vins. Les gens me racontaient encore hier, mon dentiste me disait qu'il avait grandi avec une bouteille de vin Habib frères. C'était l'image qu'il avait du vendredi soir pendant des années. Et en fait, ils étaient, comme vous le dites, mon cher Rafi, complètement complémentaires, unis, et c'était quelque chose d'exceptionnel, quoi. C'est vrai. Alors, à l'époque, ils étaient tous les deux dans une affaire de vin, les vins Habib, les célèbres vins Habib. Oui, ils ont été les premiers. Alors, ils voulaient
il n'y avait pas de vin cachère en France. Depuis Rachy, il n'y a jamais eu de vin à niveau industriel. Et ils ont créé... Évidemment, mon grand-père, même s'il est décédé en 1933, mon grand-père, pour vous donner une idée, mais mon arrière-grand-père aussi, du côté faisait du vin, et ils ont recréé la première afin de vin cachère en 1956 en France, et il n'y avait pas de cachère. Il n'y avait pas un restaurant cachère à Paris. Eux étaient extrêmement attachés à la tradition juive. Quand ils sont arrivés dans des conditions un peu brutales, ils ont quitté la Tunisie parce que mon père, qui était secrétaire général du Khérout en 56, il y avait une grenade dans les rues de Tunis. Il y a eu des blessés. Il y a une jeune Maltaise qui avait perdu les yeux. Et en 2 semaines, il a pris son frère et ils ont décidé. Ils sont été d'abord à Marseille et ils sont après montés à Paris. Et ça devait être au début, honnêtement, transitoire. Il devait partir en Israël. Et puis, le hasard de la vie, la rencontre aussi avec ma mère, en 56. On va parler des femmes après. Voilà. Fait qu'ils ont finalement, même si on a toujours été de façon transitoire en France, parce qu'on on devait faire notre alia l'année prochaine. Et finalement, on a vécu toute notre vie et ils avaient une affaire, très très belle affaire de vin cachère, mais aussi, vous allez en parler, de la première synagogue des Juifs d'Afrique du Nord en 1957, les premières colonies où on mangeait cachère, on apprenait la prière, alors, où voilà. on a grandi, etc. Vous avez été grandi, vous avez été éducateur. À partir des années 61-62, cette idée de la colonie de vacances. Alors il faut rappeler, pour les auditeurs qui savent, il n'y avait pas beaucoup de colonies de vacances à l'époque. Il y avait les colonies de vacances communautaires du DEJ ou des EI, mais pas de colonies de vacances. Or, c'était la première colonie qui s'installait en France, sociale. On prenait tous les enfants. Et Lolo disait, quelle que soit la dimension financière, quelle que soit la condition financière et sociale des parents, on prend. Et je vous rappelle, Meyer, qu'il y avait même des enfants qui venaient sur le quai de la gare. Absolument. Avec rien du tout. J'ai un souvenir, il y avait un enfant qui était venu avec son paquet de lessive. Parce qu'on lavait le linge nous-mêmes, les colons lavaient le linge eux-mêmes, avec un paquet de lessive. Et il dit à Lolo et à Roger, je veux partir en colo. Mais il n'était pas inscrit, il y avait pas, bon, à l'époque, on connaissait pas encore les assurances, etc. Et Lolo dit à son père que je l'ai pris à la colo. Et c'était cette idée du militantisme, l'équipe qui aujourd'hui... Les gens arrivaient, on m'a raconté que certains arrivaient avec un baril de skip justement, mais à l'intérieur, au lieu d'avoir de la lessive, il y avait 2 slips et un truc, c'était leur valise. Il n'y avait pas de valise. Oui. Ils étaient tellement pauvres. Et il arrivait avec le tube à Belleville ou à la rue des Rosiers et il ramassait les gamins la veille. Et il les prenait, les parents, et c'est vrai, comme vous le dites très bien, des dizaines et des dizaines de gosses. Le problème, c'est que la colo à Saint-Pierre, moi je me rappelle parce que là j'étais petit enfant, à Saint-Pierre-de-Chorène, devait accueillir 500, 600 personnes. Il y en avait des milliers. Et ce qui s'était passé, il avait eu un don des frères Trigano qui lui avaient donné des tentes, mais des grandes tentes. Vous vous rappelez, voilà, on dormait sous tente. Voilà. Au-delà des gros locaux, et il y avait des centaines. Et des gens faisaient attention pour qu'au cas, quand même, il y avait un contrôle, il fallait que tout le monde évacuait quand même. Parce que c'était... Non, mais quand vous dites Trigano, on n'était pas au Club Med, hein. C'était Trigano qui nous offrait des tentes. À l'époque, Trigano, ils vendaient des choses de camping. Voilà. Et plus que ça, Meyer, votre papa, il a été voir le chef il y avait un bataillon qui était militaire, qui était installé pas loin de Saint-Pierre-de-Chorène, et l'officier supérieur nous avait aussi donné des lits, etc. Il arrivait à convaincre les militaires et les autorités. C'était une action sociale exceptionnelle. Ils avaient un contact naturel avec les autorités en général, avec les Français en général. Moi, je l'ai vu à Rivesaltes, je l'ai vu à Bordeaux, je l'ai vu en Champagne, je l'ai vu où on faisait partout. Il y avait, ils arrivaient avec leur chapeau comme ça, ils n'avaient pas de barbe, mais mais c'était les frères juifs, Habib, le vin cachère, etc. Parce que c'est compliqué de faire du vin cachère. On en parlera peut-être. Moi, j'ai vu il y a des histoires incroyables. Mais avec leur leadership naturel, leur gentillesse, leur bonté, leur immense culture. Mon père était extrêmement cultivé. Oui, c'était l'intellectuel de la famille. Et donc, tout de suite, il y avait des liens, mais il était humain. C'était des humanistes. Vous savez, je dis souvent, moi, je suis sous le projecteur. On est sous les projecteurs. À l'époque, il n'y avait pas de ça. À l'époque, c'était des gens qui faisaient du bien pour le bien, sans jamais se mettre en avant,
parce que il fallait faire du bien. Et ils ont accueilli le nombre de personnes qui m'arrêtent dans la rue. Je suis arrivé, j'avais pas où aller, j'étais chez ton père, j'ai dormi une semaine. Les gens arrivaient, on va chez les frères Habib. Et c'était sans arrêt. Et des gens qui ont réussi, des gens qui ont des situations exceptionnelles aujourd'hui, qui ont démarré et qui m'ont dit, mais je dois... Ils venaient à Bercy, ils n'avaient pas de quoi manger. Viens, tu mets des bouchons, des capsules, du vin, tu vas te faire, etc. Les vendredis, Rafi, les gens arrivaient pour prendre leur bouteille de vin, tous les pauvres de Paris. Voilà. Il y avait cette action sociale exceptionnelle et il y avait même, aujourd'hui, à qui on va raconter ça? Ils aidaient même les étudiants. C'est-à-dire que les étudiants venaient à Bercy, on collait les étiquettes, on lavait les bouteilles. Exactement. Et on ne repartait jamais le vendredi sans la bouteille de Shabbat. Et cette idée du militantisme, et vous savez, Lolo Habib, votre oncle, voulait une colonie authentiquement juive. Et il ne prenait des moniteurs que de l'école rabbinique. Et il avait créé quelque chose d'exceptionnel. Imaginez un instant, je vous donne une métaphore. On avait les 4 Hazanim qui étaient les plus prestigieux de l'école rabbinique. C'était Jasner, Gérard Ababou, Adolphe Attias et Banov. Ces 4 Hazanim-là. Bien sûr, Banov, bien sûr, le rabbin, oh là là, incroyable, qui est de Nazareth. Et ils prenaient leur douche ensemble vendredi. Incroyable. Et ils préparaient la paracha qu'ils allaient lire le lendemain. C'était extraordinaire, une colonie authentiquement. Absolument. Et le grand rabbin Guggenheim venait tous les vendredis prendre. Il vient de Vartora, le grand rabbin, le père Ernest Guggenheim, le père du grand rabbin de Paris, qui était. Voilà. Et mon père me raconte, il se mettait sur des caisses et il lui demandait de faire du Vartora. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu, Meyer, comme souvenir d'un père militant, intellectuel, penseur, et à l'époque il n'y avait pas de modèle, il créait tout était créatif, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de modèle auquel se référer, il se préoccupait pas simplement, les vins c'était la couverture, mais ils avaient une préoccupation du judaïsme français, des jeunes juifs, des colos, etc. Comment vous expliquez ce militantisme de 2 frères tout à fait complémentaires? Je pense que le fait qu'ils ont été orphelins très tôt. Mon père était apatride italien. D'ailleurs, il a habité pendant 2 ans en Italie. Ma grand-mère, Enrichetta, était née à Venise. Et donc, il a même vécu il était dans un sanatorium pendant 2 ans. Enfin bon, beaucoup d'histoires personnelles qui fait que d'ailleurs... Et il lisait énormément beaucoup. Il avait été très marqué par Jabotinsky. Et il a très vite rentré au Bétar et au Khérout à l'époque. Et c'est quoi la théorie de Jabotinsky? C'est de faire que... Et ils ont vécu, eux, ont vécu la naissance de l'État d'Israël. En 1948, mon père avait 28 ans. Mon oncle avait 24 ans. Et ça ils ont vécu dans les postes avant et après. C'était la génération qui... Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est eux qui vous ont transmis cette flamme. Totalement. Mon père de l'État d'Israël, bien sûr. Mon père a été très proche de Begin. Ils ont créé le parti Khérout en France et avec évidemment Shlomo Fredrir, David Fenlander, toutes les anciens de ce qu'on appelle le sioniste révisionniste. Il y avait la gauche à l'époque. C'était très marqué dans les années après-guerre, même si jamais évidemment les causes étaient les mêmes, mais il était lui un sionisme résolument à droite pour un Eretz Israël très fort, et ils ont marqué, ils sont battus. Rappelez-vous, c'est les années 68, c'est les années De Gaulle, Pompidou, Mendès avant. Bon, et les choses étaient différentes. Il fallait des leaders naturels, et eux avaient un charisme, l'un complémentaire à l'autre, naturel, en particulier chez les Juifs d'Afrique du Nord. Mais ils étaient très proches du judaïsme ashkénaze. C'est le grand rabbin Kaplan qui a marié mon père en 56. Il était très proche du grand rabbin Kaplan, du grand rabbin Jaïs, du grand rabbin de Paris. Il était très apprécié dans tous les cercles communautaires. Alors, Meyer Habib, est-ce que vous savez que il y a beaucoup de témoignages qui nous sont arrivés, beaucoup de gens, et quelqu'un m'a dit, cette colonie de vacances m'a sauvé la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, une génération aujourd'hui qui doivent toute leur carrière universitaire, professionnelle, judaïsme à Roger et à Lolo Habib. Vous êtes conscient de ça, Meyer? Les gens me le disent. Je racontais à Nelou Cohn dans un autre interview il y a quelque temps de cela que lorsque moi j'étais en campagne électorale, les gens m'ont arrêté dans la rue en me parlant uniquement de mon père. Il ne me parlait pas de Netanyahou, il me parlait de mon père et de mon oncle. Croyez-moi.
Et c'était incroyable. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, ah oui, tu es le copain de Bibi, etc., je viens pour ton père. Ton père m'a fait ci, ton père m'a fait... Et des anecdotes, je ne veux pas... C'est difficile parce que je parle de moi, de la chose que j'ai la plus chère au monde. J'ai perdu mon père il y a 19 ans et mon oncle il y a maintenant 78, il y a maintenant près de 40 ans de cela. Et je pense... à mon père tous les jours, je me lève, je vis avec lui. Il faut rappeler aux auditeurs que nous parlons de Roger et Lolo Habib. C'est un hommage particulier. Alors, vous savez il y a eu la tragédie de la perte. De mais pour moi, la perte brutale de mon oncle que j'ai vu, où il allait partir à Bordeaux, on dormait dans la même chambre parce qu'il avait fait son alia. Et je l'ai embrassé, je l'ai eu au revoir de la fenêtre. Il est parti, on habitait le 19e. Et cet accident tragique à côté de Poitiers, avec le ravin. Il faut rappeler, Meyer, que Lolo, c'était pas simplement le militant, c'était pas simplement le directeur de colo, c'était pas l'action sociale, c'était aussi, il était entre guillemets, le livreur. C'était lui qui livrait toutes les cages. Et ça lui permettait de connaître tout le monde, tous les commerçants. Ah oui, mais... Et c'est grâce à ça qu'il avait des vins, de l'huile gratuitement, de la viande gratuitement, parce que il disait, pour un enfant juif, il mérite tout. Et donc, vous savez, une dimension meilleure, est-ce que vous saviez que votre papa, Roger, Zichron Ivracha et Lolo, ont favorisé des dizaines de mariages. Ils étaient un lieu de shidduchim exceptionnel. Mais c'est vrai, mais je vais vous dire quelque chose. Peut-être un des plus grands, c'est bien que vous me rappelez cette histoire, peut-être le plus grand héros de Tzahal, peut-être avec Yoni Netanyahou, s'appelle Emmanuel Moreno. Il est mort, à ce jour, il est mort maintenant il y a une dizaine d'années de cela, peut-être même plus, et à ce jour, on n'a pas le droit de divulguer son visage. Il faisait des prêches dans les endroits les plus arabes. Il était espion, Sayeret Matkal, et il est connu, évidemment, en Israël, c'est Emmanuel, la famille Moreno, comme la famille Netanyahou, d'ailleurs, les trois frères en Sayeret Matkal, l'unité la plus prestigieuse de Tzahal. Et Alain Moreno, son papa, me raconte, à l'époque, je l'ai connu, moi je connaissais pas, c'était mythique, je connaissais le père d'Alain Moreno. Et Alain me raconte, il m'a dit, mais tu sais où j'ai connu ta maman, la fille Fiorentino, c'est ton père qui m'a fait le chidour, rue du Boulois, chez toi, et sans ton père et ton oncle qui m'ont fait connaître ma femme, Emmanuel ne serait jamais né. Et des dizaines de gens m'ont dit, j'ai connu, il mariait les gens. Adolphe Attia, et Jacob Arama. Il a créé des liens au-delà de la colo. Il avait une inquiétude, une angoisse. Il voulait chaque année marier des jeunes couples. Et ça, il réussit. Mais aussi les étudiants. Il aidait les étudiants et le vendredi, des familles venaient, comme vous avez dit, pour prendre leur panier. Ils ont inventé les paniers de Pessah. Ont inventé le panier. Personne ne parlait des paniers de Shabbat. Et les frères Habib, Roger et Lolo ont créé et les colonies de vacances sociales et les colonies de vacances juives pratiquement sans argent, et les shidduchim, et la formation, ça inquiétait des étudiants. Et Roger, votre papa, disait toujours à nous étudiants, votre préoccupation première, c'est de réussir vos études. Le plus beau cadeau que vous pouvez me faire à moi, c'est que vous réussissiez vos études. Et je peux vous dire aujourd'hui que je suis rentré chez moi, j'ai trouvé une enveloppe, une vieille enveloppe avec un tampon de Bercy, une vieille enveloppe, il y avait 100 francs. 100 francs, c'était mon salaire, c'était ma bourse du mois. Et Roger m'avait mis termine tes études et termine tes examens. Voilà, j'ai gardé. Et donc, cette idée mais je ne peux pas parler de Roger et de Lolo sans parler de Lynn, la femme de Roger, et de Jacqueline, la femme de Lolo. D'ailleurs, Lolo appelait sa femme la Polonaise. Il était marié avec une juive ashkénaze. C'était des femmes tellement discrètes, tellement mais qui ont apporté, vous vous rappelez, et rendre un hommage aussi à votre maman, Lynn, parce que c'était... Je pense à elle très fort. C'était un mariage d'amour, très intensif. Et elle était avec lui, elle partageait. Est-ce que vous avez gardé cette image d'un amour fusionnel de vos parents? C'était Je suis presque ému. Oui, c'est fusionnel. Excusez-moi, non, mais je le dis parce que j'ai pas plus cher, en fait, et ma maman est aujourd'hui un peu fatiguée, elle est Alzheimer. Et en fait, quand mon père est parti, ça a été, évidemment, elle a perdu.
Vous savez, c'est notre histoire personnelle, hein, mais ils étaient extrêmement liés, ils étaient un, c'était l'homme de sa vie, c'était la femme de sa vie, et on leur doit tout. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez que votre maman et votre papa, Zichron Livracha, s'inquiétaient des sandwichs qu'on allait manger vendredi à la colo. Et votre maman, Lynn, elle avait toute sur cette préoccupation. Est-ce qu'il y a assez à manger aux enfants? Est-ce qu'on a suivi les étudiants? Est-ce qu'on a préparé les paniers? Est-ce que vous avez suivi tel et tel chidour? C'est elle-même donné. C'est des gens qui donnent. C'est des gens comme beaucoup, mais peut-être à l'image de beaucoup de nos parents. C'est des gens, leur vie était de donner, de ne pas prendre. Et en fait, à tout moment donné, que cela, c'était les gens, le bien à l'état pur dans cette génération. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les médias, il y avait une télévision, deux chaînes de télé, etc. Et la vie était différente, mais était peut-être plus naturelle, plus pure, plus réelle. On vivait moins dans le virtuel. Et il fallait avoir des vrais leaders, il fallait avoir des gens réellement qui cadrent et je me souviens lorsqu'ils prenaient la parole, où que ce soit dans les réunions du Khérout, du Likoud, du Khérout à l'époque, il n'y avait pas de Likoud, ou à la synagogue, ou dans tout, il y avait un silence naturel, un leadership naturel, un amour naturel qui arrivait. Mon oncle, c'était différent, c'était plus amical, fraternel, mais c'est cette complémentarité. Ils donnaient confiance et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, mais ils ont transformé. Vous savez qu'il n'y avait jamais de rabbin. Nous, vous savez que c'est extrêmement compliqué, le vin kasher. Mais il avait en fait les orthodoxes, les Rothenberg, les Lubavitch, le Bedin, tout genre. On prenait que Habib. Il n'y avait même pas besoin de mettre quoi que ce soit. Parce que j'ai raconté des anecdotes incroyables où ils ont mis Pierre-Alain Benisti, le sénateur, m'avait raconté le jour où je suis rentré à l'Assemblée que parce que sa maman avait touché une citerne de vin, il avait vu mettre 26 000 litres de vin enfin, c'est un peu compliqué les questions de halakha. Est-ce que vous saviez que votre oncle et votre papa ont inventé le premier champagne kasher en France? Absolument, 61 champagne Siona. Voilà, j'ai quelques Siona. bouteilles. Et donc absolument. ce champagne kasher, c'était la technique qu'ils ont trouvée, c'était d'ajouter du bicarbonate de soude. Exactement. Ah, mais vous êtes au courant. Et ce bicarbonate de soude a donné ce champagne kasher, le premier champagne kasher créé par les frères Habib et qui est appelé, c'était révolutionnaire, Siona. Champagne Et Siona, même bah, le nom était prédestiné. Alors, je voudrais parler de Roger, j'ai parlé d'intellectuel, du militant, du commerçant, de l'inquiétude, cette angoisse permanente chez Roger Habib de l'avenir des Juifs et du peuple juif et d'Israël. D'où venait cette angoisse? Il était inquiet, c'était quelqu'un qui avait vécu, qui lisait beaucoup. Lui-même avait été appelé d'ailleurs au travail obligatoire, il s'était sauvé. Vous savez qu'en Tunisie, les Juifs de Tunisie, il y en a plusieurs ont été déportés, beaucoup ont été tués. Écoutez l'histoire de Young Perez, ce jeune boxeur qui est mort, qui a pendant des années boxé parce que les nazis voulaient voir un petit boxeur juif tunisien écraser des monstres nazis en boxe, mais qui est mort dans les camps. Une histoire extraordinaire. Et lui, il s'est sauvé, a senti la chose. Lorsqu'on l'a appelé, parce qu'il est né en 1920, donc on l'a appelé au travail obligatoire. Il n'a pas voulu, il s'est sauvé. C'était, vous savez, il avait ce côté du sionisme jabotinskien, on ne se laisse pas faire. Et il avait une immense inquiétude, il a été visionnaire en cela. Il a été inquiet pour l'avenir des Juifs de France, même si d'ailleurs lui, encore une fois, il était italien de naissance, apatride après, et le seul passeport qu'il a eu, c'était une immense fierté, c'est d'avoir fait son alia et avoir eu ce seul passeport qu'il a eu, le passeport israélien. Mais il était très inquiet. Alors ils ont inventé l'action sociale, l'aide aux étudiants, les paniers de Shabbat, le secours aux enfants, le shidduchim. C'est-à-dire que tous les aspects, toutes les dimensions de la communauté se retrouvaient chez les frères Habib. Et plus que ça... Mais ils avaient la Torah aussi. Ils lisaient, vous savez, mais c'est autodidacte. C'est tous les Shabbats, il y avait le livre Munk, le livre traduit, Rashi, beige. Je le vois, il connaissait, c'était à la fois, il avait l'amour de la Torah, l'amour d'Eretz Israël. Il y avait ce côté sans extrait dans rien. Vous savez, je me rappellerai encore, il était à 4 jours de disparaître à l'hôpital de Harat Sophim à Jérusalem. Et ma sœur lui lisait la paracha de la semaine en français. Il parlait pas bien l'hébreu. C'était un intellectuel français. Il parlait bien le français, mais très mal l'hébreu. Et on pensait qu'il était quasiment parti. Il avait un lymphome, il avait les yeux fermés. Et à un moment donné, elle lui dit les alos.
Et il ouvre les yeux, il dit Aloès. Aloès, c'est un arbre. Ça doit être autour de la paracha de Pinchas, à peu près. Vous pouvez voir dans la traduction, on parle d'un arbre qui s'appelle Aloès. Pour la minute qui nous reste, Meir Habib, ouais. parce qu'on peut parler encore Oui. très longuement, et on ne finira pas de cet hommage à l'égard de Roger et Lolo Habib, juste une image que vous reteniez de votre papa, de votre maman, de Roger et de... Leur vie, leur unité, leur amour de leur famille, de leur peuple, l'humanisme des gens en général, leur bonté naturelle, leur force, leur détermination. Mon père était un homme qui ne cédait pas, il avait une psychologie extraordinaire pour évaluer les gens, pour savoir si jamais... sans dire de mal, mais tout en étant fort. Mais vous savez, c'est tellement difficile. Je parle de mon père, je parle de ma mère. Je suis pas objectif. J'ai d'abord une émotion et aussi. On a vécu ça. Voilà. Mais vous, peut-être, c'est l'amour Nous des sommes gens, les témoins. leur nom qui reste. Les gens m'arrêtent encore aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose pour moi qui me fait tellement bien parce qu'on essaie de transmettre à nos enfants. Je dois vous transmettre un message de tous ces témoignages que j'ai recueillis en vous disant, dites à votre maman merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Eh ben, parce je vais que lui c'est pas transmettre. simplement pour vous. Merci. Merci C'était Rafi. une gratitude. Merci une de ton émission. reconnaissance. Je suis presque gêné. Je n'aime pas mettre ma famille ni moi-même en avant, mais peut-être que au fond de moi-même, ça me touche énormément. Merci Rafi Marciano. Merci d'être venu Merci pour de ce cette bel émission. hommage à Roger et Lolo Habib. À très bientôt.